Bonjour à tous, je m'appelle Manon, je suis Community Manager chez Maslow et aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode spécial de 41 mètres carrés. En fait cet été on va faire une pause dans nos podcasts et du coup c'était l'occasion pour nous de revenir sur les extraits qui vous ont le plus marqué cette année. On est toujours chez Raphaël Meuble dans le 6e. Alors Pej en fait aujourd'hui je vais te montrer différents extraits qu'on a publiés sur les réseaux sociaux et qui ont fait le plus réagir. On a eu beaucoup de questions. Et du coup, sous ces différents extraits, je vais te poser les questions qu'on a eues et je te laisserai y répondre si ça te va. Ok, je vais essayer. Parfait. Alors notre tout premier extrait, donc c'est un extrait qui est tiré de notre tout premier épisode qui était sur les DPE. Ok. Alors je te montre l'extrait. En fait, ce qui est important, c'est qu'effectivement, le DPE a une durée de vie de 10 ans, avec une petite astérix. Finalement, si j'ai fait un DPE en 2015, aujourd'hui, il n'est pas valable jusqu'en 2025, parce qu'il y a effectivement ce changement. D'une manière générale, avant, le DPE était un peu calculé sur facture. Donc on produisait une facture d'énergie de son fournisseur d'énergie, EDF ou Gaz de France. Mais finalement, on comparait des logements où il y avait une personne seule qui pouvait vivre dedans, et comparativement à une famille de 4 personnes. Donc finalement, la réglementation, elle a changé. On est vraiment sur la performance énergétique du bâtiment. Ok, dis-moi. Alors du coup, sous cet extrait, on a eu quelles sont les sanctions en cas d'absence de DPE ? Alors, les sanctions. D'abord, il faut rappeler que le DPE, il est obligatoire, que ce soit lors de la vente et de la transaction d'un appartement ou d'une maison, ou même à chaque location. Le propriétaire doit fournir le DPE à son locataire. C'est un document qui est indispensable et qui doit être ajouté au bail. Les sanctions, si on est propriétaire individuel, c'est si le locataire vient mener une procédure contre moi, c'est des dommages et intérêts parce que tu n'as pas respecté la loi. Donc en fait, l'échelle de sanction, c'est plutôt le juge. Et puis si c'est un propriétaire qui fournit un DPE, si c'est un professionnel, une agence immobilière qui fournit un DPE dépassé ou un faux DPE ou pas de DPE du tout, la sanction, c'est 15 000 €. Ah oui, ok. Donc il faut faire un DPE. Obligatoire. Obligatoire. Ok. Là, j'ai encore un extrait qui est sur les DPE. Celui-ci. Il y a de très grosses différences. Ah oui, ça c'est l'extrait qu'on avait fait avec François Beaubrun, un diagnostiqueur. Au deuxième étage, avec un voisin au-dessus, au-dessous, à droite, à gauche. Et puis l'appartement qui sera complètement en haut. Il explique que dans une même copropriété, on peut avoir des DPE différents. Isolé, et puis 2 voire 3 façades qui donnent sur l'extérieur. Ouais. Les gens ne comprennent pas souvent pourquoi dans la même donc, copro, il y a de très grosses différences. Les appartements n'ont pas forcément les mêmes des positionnements dans l'immeuble. L'orientation, un appartement qui est au nord, au sud, à l'est, à l'ouest n'aura pas les mêmes notes. Ok, je me souviens. Alors, du coup, sur cet extrait, on a eu une question qui est « En revanche, avec les températures caniculaires l'été, depuis quelques années, les appartements orientés nord et est vont-ils être plus recherchés ?» Alors, j'irai pas jusque-là. En tous les cas, le conseil que moi je pourrais donner à un investisseur, c'est pas tellement de se concentrer sur l'orientation de l'appartement, mais plutôt la vue que j'ai de ma fenêtre. Ça, je pense que c'est aussi important. C'est plutôt d'éviter les nuisances que les choses comme ça. Après, c'est vrai que si j'investis dans le sud, si je suis à Montpellier ou quelque chose comme ça, prendre une terrasse plein sud, aujourd'hui, c'est vrai que mettre une clim, c'est compliqué aussi, soit vis-à-vis de la copro, soit vis-à-vis de la performance énergétique de son logement. Donc là, peut-être qu'il faut un petit peu mieux choisir son orientation, parce que sinon, tu vas te retrouver avec un appartement dans lequel, sur la pièce principale, le volet va être fermé tout le temps si tu veux garder une fraîcheur. Donc je dirais pas qu'il va y avoir une prime au logement plein nord ou au logement plein est, faut peut-être pas exagérer quand même. Mais voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est plutôt de regarder qu'est-ce que je vois de ma fenêtre, d'éviter les nuisances. Et si je suis vraiment dans le sud, d'essayer d'éviter le plein sud-sud. Ouais, Voilà. okay. Après, si je suis dans le sud et que je veux vue sur la mer, il vaut mieux prendre le sud. Ouais. Puis si je suis à Saint-Malo, il vaut mieux prendre du plein nord pour voir la mer. Hein. Ouais, ok. Alors, cet extrait, on a une deuxième question, c'est est-ce qu'on peut contester sa note de DPE là, et demander une nouvelle évaluation ? Alors, ce qu'on peut déjà faire, c'est vérifier sa note de DPE. Donc, on va sur le site de l'ADEME. Donc, le DPE, vous avez un numéro de DPE qui est inscrit sur la première et sur la dernière page. Vous allez sur le site de l'ADEME et vous pouvez vérifier la note du DPE. Ça évite tous les professionnels de Photoshop qui disent « vous inquiétez pas, mon DPE, il est B » alors que ce n'est pas la réalité. Donc, le premier conseil qu'on peut donner aux locataires ou à ceux qui veulent se porter acquéreurs d'un logement, c'est de vérifier la note qu'on vous donne. Okay. Voilà. Et la date aussi du DPE, puisque vous pouvez avoir des DPE qui ont 8 ou 9 ans, sur lesquels vous avez une date de validité jusqu'en 2026 ou 2027, mais comme la règle elle a changé, en fait ces DPE-là ne sont plus valables. Ouais. Donc voilà, donc je pense que c'est une bonne solution. Donc le site c'est l'ADEME, Okay. il y a l'observatoire des DPE et on peut taper son numéro de DPE et vérifier. Ok,
D'accord. Et on peut le contester si on pense que Ah oui, bah, on nous a évidemment. donné un Bah, c'est E pas- et qu'on pense qu'on est... Oui, on peut contester. Si sur le site de l'ADEME, on dit que ton logement il est F alors qu'on t'a joliment présenté un D, oui, tu peux y aller. Oui. Ok. Alors, ok, maintenant on passe sur un nouveau sujet qui a énormément plu sur les réseaux sociaux, c'est la transmission. D'accord. Parce que on a fait beaucoup de vues sur la transmission. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu notre podcast sur la transmission, on vous remet le lien ici. Alors, l'extrait. Est-ce que je le trouve? Extrait numéro 3, c'est celui-ci. C'est un extrait, ça doit être toi d'ailleurs sur l'extrait. Une petite subtilité que j'adore, c'est le démembrement temporaire. Ah oui, je me souviens que celui-là a bien j'ai fonctionné, des le enfants démembrement qui quittent mon temporaire. foyer Ça, parce je pense qu'ils que font les gens leurs connaissent études. Je suis propriétaire pas beaucoup. d'appartements. Et bien pendant 10 ans, je vais donner les loyers que je perçois à mes enfants pour qu'ils financent les études. Moi, je ne vais plus payer d'impôt sur le revenu. En tous les cas, je ne vais plus payer les impôts. Je pense que même mes enfants m'ont envoyé un message. Je vais donner finalement de l'argent à mes enfants. Ça, c'est des subtilités. Voilà, ils ont entendu donner de l'argent à ses enfants. Après, il y a l'âge des gens. C'est-à-dire ils ont essayé. Tous les 51, 61, 71 ans, la valeur de nue-propriété d'usufruit change. Ok, c'est sur la nue-propriété le départ. Je me souviens très bien. Ok, alors, première question, parce qu'il y en a plusieurs sur cet extrait. Okay. Est-ce que du coup, l'enfant qui perçoit le loyer sera imposé? Ça dépend de son niveau de revenu. Effectivement, si je perçois des loyers, j'ai une recette. Donc, si mon enfant est salarié, plus il perçoit les loyers, oui, il peut être imposé. Okay. Donc, souvent, ce qui est fait, enfin, en tous les cas, les gens qui pratiquent cette méthodologie-là, c'est souvent pour payer le loyer de l'enfant ou pour financer les études. Souvent, on va dire que les étudiants qui travaillent ont plutôt des mi-temps ou des contrats étudiants, c'est pas des plein temps. Donc, aujourd'hui, si j'ai un contrat un CDI étudiant, j'ai comme des exonérations fiscales, donc il y a quand même de très très peu de chances que mon enfant soit imposé, à moins que je lui donne 20 ou 30 000 euros de loyer. Mais on va dire que dans le cas commun, si je travaille et que je suis étudiant, j'ai des exonérations, je ne suis pas imposé sur mon emploi étudiant, et les loyers que je vais percevoir de mes parents, normalement ça ne donnera pas d'impôt. Ouais, ok. Mais tu payes les frais de notaire sur le transfert de l'usufruit, même temporairement, et l'enfant sort du foyer fiscal, non? Alors, effectivement, ce n'est valable que si ton enfant n'est pas dans le foyer fiscal. Tu ne peux pas donner de l'argent et avoir des déductions, toi, en tant que parent, si ton enfant est déjà dans le foyer fiscal. Il faut le sortir si on veut faire... Exactement. Donc, tu perds une demi-part. C'est toujours pareil. C'est des calculs qu'il y a à faire pour voir s'il est plus intéressant de sortir son enfant du foyer fiscal. Mais généralement, quand on sort son enfant du foyer fiscal, effectivement, on va payer un petit peu plus d'impôts. Voilà. Par contre, on ouvre beaucoup de droits pour l'enfant. Je pense aux APL, par exemple. Tu peux pas avoir les APL si ton enfant est dans ton foyer fiscal. Donc, quand tu cumules le droit aux APL, les petites subtilités que l'on donne, par exemple, pour les multi-propriétaires, ou la pension alimentaire que tu peux donner à ton enfant, voilà, c'est jusqu'à 7 000 euros par an, un petit peu plus d'ailleurs. Tu peux cumuler tous ces avantages. C'est-à-dire quand tu vas te donner une pension alimentaire à ton enfant, qu'il a le droit aux APL, qu'il a le droit à plein d'autres choses, finalement, tu as un gain important par rapport à ce que toi, tu vas perdre en fiscalité. Pour ce qui est de la donation nue propriété, usufruit temporaire, effectivement, il faut passer chez un notaire, mais ce sont des tarifs qui n'ont rien à voir avec la transaction d'un appartement. D'accord ? C'est plutôt la constitution, c'est peut-être comparable à la constitution du SCI ou choses comme ça. Enfin, je veux dire, il y en a pour moins de 1 000 euros de faire ça. Ouais, ça, il y a des calculs à faire en plus. Oui, après, mais voilà. Bon, on a fait des podcasts avec des notaires, on pourra leur poser la question, mais je peux garantir que ça ressemble plus à des frais de dossier que à la transaction d'un appartement chez un notaire. Ok. Alors, encore une question. Et on justifie comment dans la déclaration qu'on donne les loyers à notre enfant ? En fait, il n'y a pas de justification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, celui qui doit déclarer les loyers, c'est l'usufruitier. Donc en fait, quand tu es... donc en fait, c'est l'enfant qui va déclarer les loyers. Et toi, tu ne vas plus les déclarer. Vous avez toujours des cases observation dans la partie 2044, pour ceux qui s'y connaissent un peu sur la fiscalité. Et donc, tu as des cases en disant « j'ai vendu ou cédé mon logement ». Là, tu peux dire... Tu vas noter, j'ai cédé l'usufruit le 1er juillet 2024 à mon enfant. Tout ça est parfaitement réglementé. Ok. Et cette opération n'a d'intérêt que lorsque le ou les emprunteurs, ils ont fini de financer le bien. Oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai un crédit, je vais toujours pouvoir déduire les intérêts d'emprunt de mon crédit sur d'autres revenus fonciers, par exemple, si j'ai
2 appartements ou 3 appartements, j'ai toujours un crédit, donc j'ai toujours pouvoir déduire de mes autres loyers. Donc ça reste quand même pertinent. Après, il ne faut pas confondre fiscalité et trésorerie. En trésorerie, j'ai plus de loyer et je vais donner les loyers à mon enfant. Effectivement, si j'ai un crédit à 1 000 € par mois, ça va me coûter 1 000 € par mois. Donc jamais confondre la trésorerie et la fiscalité. Donc on a fait ce podcast aussi pour essayer de guider les multipropriétaires ou les gens qui ont déjà acheté 1 ou 2 appartements, d'une part à favoriser leurs enfants sans que ça leur coûte trop d'argent et à optimiser leur situation. Évidemment, on parle de gens qui ont des moyens et qui ont déjà réalisé une ou plusieurs opérations. Mais non, c'est valable, y compris si on a du crédit. Oui, ok. Dernière question sur cet extrait, c'est cela fonctionne-t-il aussi avec la location meublée ? Oui, bien sûr. On peut démembrer aujourd'hui, on peut démembrer plein de choses. En France, on a le droit de démembrer un contrat d'assurance vie, on a le droit de démembrer de l'immobilier, que ce soit de la location nue, de la location meublée. Ça fonctionne, on fait ce qu'on veut. Ok, merci. Alors, un autre extrait qui est toujours sur la transmission. Il faut mieux donner des parts. On rappelle qu'on peut donner 100 000 € par enfant, par parent, totalement exonéré de droit de succession. Donc si j'ai 2 enfants et que je suis marié, c'est 400 000 €. Donc ça, c'est la donation déjà donner aux tous enfants. les 15 ans. Donc plus je le commence, cash au ou mieux part, c'est. Il ok. faut avoir les moyens de le faire, mais même si je le fais qu'une seule fois, c'est déjà 400 000 €. Donc je peux donner la nue propriété de biens, je peux donner de l'argent aussi, je peux donner des contrats. parts de SCI, on l'a vu tout à Pour l'heure. une valeur de 100 000 €. Exactement, tout à fait. Imaginons que j'ai, un appartement à la montagne ou à Saint-Tropez qui vaut 1 million d'euros, finalement je peux pas donner 1 million d'euros sans que ça me coûte des sous, mais je peux utiliser je me souviens. l'outil pour donner des parts de cette Alors, c'est quoi les questions là-dessus ? Les questions. Alors, c'est une question. Combien puis-je offrir à ma nièce ? Oula, ça vaut pas trop le coup pour la nièce. Non, les enfants, c'est 100 000 €. Petits-enfants, c'est 32 000. La nièce, c'est 7 000 €. Je crois que c'est 6 900 et quelques. Non, c'est moins de 7 000 €. C'est déjà pas mal. Elle sera très contente. Mais non, au-delà de 7 000 €, c'est 55% d'impôt pour la nièce. Ah oui, ok. Donc, ça va être moins intéressant fiscalement. Ouais, ok. Une autre question, cet extrait, c'est on peut donner à un seul enfant, même si on en a 2. Alors, je sens qu'il y a des discussions de famille sur cette question. Alors, aujourd'hui, j'ai 2 enfants et je veux donner de l'argent à l'un, pas à l'autre. Est-ce que c'est possible ? La réponse est oui. Par contre, il y a quand même une règle de base en France, c'est qu'on ne peut pas déshériter ses enfants. Alors, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la part réservataire, c'est-à-dire que vos enfants doivent à minima hériter d'1 tiers de votre patrimoine. Et donc, en dessous de ça, on ne peut pas favoriser l'un ou l'autre. Par contre, rien ne m'empêche, si j'ai un patrimoine d'1 million d'euros, que j'ai un enfant qui est dans la vie active, gagne très bien sa vie, est déjà propriétaire, tout se passe bien, et un autre qui a un peu plus galéré ou qui a besoin de votre argent, je ne sais pas moi, pour devenir entrepreneur, etc. On peut effectivement donner de l'argent à l'un de ses enfants sans en donner en même temps à l'autre. Il faut respecter cette part réservataire. Et qu'est-ce qui se passe pendant la succession ? On va dire voilà le patrimoine de vos parents, 1 500 000 €. Toi, Jérémy, tu as déjà touché 200 000 € en 2024 et donc ça va venir en déduction de ta succession. Donc on peut effectivement donner de l'argent à uniquement l'un de ses 2 enfants de son vivant. Il n'y a pas de problème, mais ce sera déduit à la succession et toujours cette part réservataire qui est non négociable en France. Ok, d'accord, merci. Alors, autre extrait, là on passe sur un extrait sur le LMNP. Le résultat comptable, la différence entre les recettes et les dépenses, je vais payer des impôts sur ma tranche marginale d'imposition, plus 17,2 de CSG. Donc sinon, ça c'était la différence entre les revenus nus et les revenus meublés. De mon bilan comptable recettes-dépenses qui va en plus passer à l'impôt. Donc le premier paradis fiscal ça, c'était le podcast que l'on avait fait avec et la CSG, donc c'est vrai que c'est expert comptable, je crois. Qui est important. Oui, c'est ça, avec Inélis. Alors, là-dessus, on a eu... Oui, mais tu vas payer de l'URSSAF à la place de la CSG. Non, je pense que l'internaute confond le statut du loueur meublé professionnel et du loueur meublé non professionnel. Donc, dans le cadre du loueur meublé non professionnel, tu as la fiscalité des entreprises sur l'amortissement de ton bien pour effacer tes loyers, pour faire simple. Et étonnamment, c'est vrai que c'est une niche fiscale. À la sortie,
Quand tu vends ton logement, tu retrouves la fiscalité des particuliers. Dans le cas du loueur meublé professionnel, donc ça veut dire avec un niveau de loyer important, plus de 21 000 euros de loyer par an, là tu peux avoir des cotisations URSSAF, je pense que c'est ce dont parle l'internaute. Mais dans le cas du loueur meublé non professionnel, il n'y a pas de cotisation URSSAF. Ok, merci. Alors, 6e extrait. Là, on va parler SCI. Pareil, c'est quelque chose qui a bien plu. Alors c'est normal, parce qu'on nous pose toujours la question de savoir s'il faut créer une SCI. C'est faisable, parce qu'il y a des gens qui n'y savaient pas. Mais par contre... Donc ça, c'est le podcast qu'on avait fait avec Dougs. On est obligé d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Alors là, il y a une espèce de petit miracle fiscal qui naît, entre parenthèses, mais globalement, avec un taux de rentabilité normal, pendant 15 ans, tu ne payeras pas un seul impôt. Okay. C'est quasiment impossible. Tu payeras pas d'impôt qu'effectivement, parce qu'il n'y a pas de revenu foncier. En gros, tu ne payes pas d'impôt sur tes loyers. L'impôt sur les sociétés parce que tu vas pouvoir passer les frais de notaire, les frais d'agence directement en charge de la première année. Ok, je me souviens. Alors, dis-moi. Ici, on a quelle différence entre la SARL de famille et la SCI? Alors, je vais faire assez simple, rien. Okay. Voilà. En fait, c'est une structure, c'est une coquille qui te permet de donner des parts plutôt que de donner des biens. Après, il est vrai que puisque le sujet d'avant, c'était la location meublée non professionnelle, lorsque tu génères des loyers, en fait, en France, les loyers, fiscalement, ça n'existe pas. Vous ne trouverez jamais une case sur votre avis d'imposition sur lequel ce sera marqué loyer. D'accord ? C'est soit des revenus fonciers, soit des bénéfices industriels et commerciaux, des BIC. Et donc, lorsqu'on fait de la location meublée non professionnelle, les loyers, fiscalement, ça s'appelle des BIC. Et donc, tu n'as pas le droit de faire une SCI et de générer des bénéfices industriels et commerciaux dans le cadre d'une SCI, sauf une SCI à l'impôt sur les sociétés. Okay. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on fait un investissement particulier et qu'on veut créer une structure parce qu'on a des enfants de différents mariages ou parce qu'on veut optimiser ses donations, on va faire une SARL de famille au lieu de faire une SCI. D'accord ? Mais fondamentalement, il n'y a pas d'énorme différence. Ouais, ok. Il y a une autre question, c'est quelles sont les conséquences à la sortie ? Ok, donc les conséquences à la sortie, sur l'extrait avec Dougs, on parlait de SCI à l'IS, donc l'impôt sur les sociétés. Souvent, ce sont les professionnels, genre les professions libérales ou les chefs d'entreprise qui ont leur bureau. Et donc finalement, l'entreprise qu'ils gèrent paye des loyers à une société qui leur appartient pour la location de leur bureau. Alors, dans le cadre de la SCI à l'IS, ce qui se passe, c'est que pendant toute la durée de vie de ma SCI, je vais percevoir des loyers, ne pas payer d'impôt dessus, grosso modo, et pratiquer des amortissements. À la sortie, les sommes que je vais avoir amorties, eh bien, je vais devoir les déduire. Donc là, je vois que je t'ai perdu. Donc, grosso modo, j'ai généré pendant 20 ans 200 000 euros de loyer. Ouais. En face, j'ai passé 200 000 euros d'amortissement. Okay. Je revends mon garage automobile 1 million d'euros. Et bien, sur ce million d'euros, je vais devoir déduire les 200 000 euros que j'ai passé d'amortissement. Okay. D'accord ? Pour les particuliers, dans le cadre de la location meublée non professionnelle, sur un appartement, ça n'existe pas. Ok, ça va ? Je t'ai retrouvé ? Oui, ça va. Bon, très bien. J'espère que ce sera clair pour vous aussi. Et bien, sinon, on aura des questions et puis on refera un podcast pour les vacances d'hiver en doudoune. Alors, là, on a un autre extrait qui est sur la retraite, sur le podcast qu'on avait fait sur la retraite, qui est celui-ci. Si je divorce statistiquement à 45 ans, que je refais ma vie et que je me réendette sur 20 ans, à 65 ans, je n'ai pas fini de payer ma résidence principale. Je gagne 5 000 euros en étant en activité. Si ma retraite est à 2005, est-ce qu'avec 2005, je vais pouvoir payer mon crédit, mes charges, ma taxe foncière Et ensuite, la dépendance ? Et la dépendance, alors toi, tu es sympa, je vais aller avant, les études des enfants, voilà. Ok, je me souviens. Sujet de la retraite qui revient souvent dans les interrogations de nos internautes, de nos investisseurs, même quand ils sont très jeunes comme toi. Donc, je comprends qu'il y ait des questions. Sujet, ouais. Alors, là, on a un sujet auprès de qui de faire un point d'étape. En fait, un banquier, assurance, gestion de patrimoine. En fait, quand on veut faire un point sur la retraite, on fait comment ? Bon, je pense qu'il peut y avoir plusieurs interlocuteurs. Déjà, le gouvernement a quand même mis en place des sites internet qui sont vraiment très bien faits, ce qui permettent
hormis le calcul, c'est de vous donner la date de départ de l'âge légal, parce qu'il ne faut pas confondre le moment où je veux partir en retraite, le moment où je vais effectivement partir en retraite, et l'âge légal, et puis finalement les pensions que je pourrais avoir. Donc c'est vrai que les sites gouvernementaux sont bien faits. Surtout, ils permettent de vérifier, on va dire, la ligne de vie, ma ligne de vie professionnelle, et on voit s'il y a des trous. Et donc ça permet, on va dire, là en activité, de retrouver des informations, de recontacter un ancien employeur ou des choses comme ça. Donc ça, je trouve que c'est véritablement très, très intéressant. Ensuite, il y a toujours des interlocuteurs, un avocat fiscaliste, un notaire peut vous aider. Après, moi je pense qu'un conseiller en gestion patrimoine aujourd'hui peut vraiment vous aider parce qu'on a notamment tous les logiciels qui nous permettent de simuler la retraite. Nos logiciels sont quand même très bien faits puisqu'on rentre des revenus et on a des projections qui sont un peu automatisées. Et franchement, il faut se faciliter la vie. Donc, je pense qu'un conseiller en gestion patrimoine sera plus à même de vous guider, de faire un état des lieux de votre patrimoine, une projection. Voilà. Si on est professionnel, qu'on est chef d'entreprise et qu'on envisage une sortie, la vente de sa société, etc., je dirais que l'avocat fiscaliste, accompagné de l'expert comptable, pourra sans doute aborder la partie pro et la partie privée. Donc ça serait plutôt mon conseil. Si je suis particulier, un CGP, franchement, c'est très bien. Ils savent très bien faire. Ok. D'ailleurs, si vous avez des questions sur votre patrimoine, si vous voulez qu'on fasse un bilan, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur Maslow. On vous met le lien juste ici. Il y a un conseiller qui, gratuitement, peut vous donner des conseils et vous aiguiller pour construire votre patrimoine. Oui, sur maslow.mo, on peut prendre des rendez-vous en autonomie. Ouais. D'accord. Et nos conseillers sont aussi des experts de notre métier, sont des conseillers en gestion de patrimoine. Voilà, ils ont plus de 10 ans d'expérience. Voilà, ils ne sortent pas de l'école. Super. Alors, maintenant, on passe à la 8e et avant-dernier extrait, qui est sur un sujet qui est un peu d'actualité, les taux d'endettement. OK. Alors. Les taux d'endettement ou les taux d'intérêt ? Taux d'intérêt, pardon. La SCI, dans certains établissements bancaires, est plutôt catégorisée comme investissement professionnel, alors que tu peux le faire à titre privé. Là, j'ai expliqué que parfois les règles de l'établissement bancaire n'étaient pas appliquées de la même façon n'est pas interprété comme si tu achètes un résidence principale ou tu achètes un investissement locatif en propre. On sait qu'il y a des critères aujourd'hui, les fameux 35% d'endettement, il y a la durée également de l'investissement, et donc parfois ça permet à des investisseurs de pouvoir aller au-delà des 35% d'endettement puisqu'il va y avoir une analyse plus professionnelle lorsque c'est une SCI. Généralement, la durée d'emprunt est plus courte. Si tu veux emprunter sur 20 ans, sur 25 ans. Alors là, il y en a. Donc, ils disent que c'est dommage qu'on ne cite pas les banques en question qui acceptent justement d'augmenter. Oui, alors ce qu'on essaye toujours de faire dans nos podcasts, c'est aussi de donner des généralités et se fâcher avec personne. Sur les banques, c'est toujours difficile de citer des noms, même si je vais le faire, il n'y a pas de souci. Tout simplement parce que la politique des banques, elle change. C'est-à-dire que ceux qui vont regarder cet extrait-là dans 6 mois, ils vont nous envoyer des messages en disant non, c'est pas vrai, moi je suis à la Société Générale, ils font pareil, alors que peut-être qu'aujourd'hui la Société Générale ne le fait pas. Donc il y a toujours aujourd'hui une politique bancaire, c'est-à-dire que aujourd'hui pour les particuliers, les banques nous envoient des grilles, puisque je rappelle qu'on est nous-mêmes courtiers, et ces grilles, elles ont des niveaux de revenus minimum. On te dit, tiens, pour un célibataire, si tu gagnes moins de 30 000 euros ou moins de 34 000 euros, les taux ne vont pas être les mêmes en fonction des banques. Donc si tu gagnes 35 000 euros, je vais te conseiller telle banque. Si tu gagnes 48 000 euros pour un célibataire, en juillet 2024, la meilleure banque, c'est le LCL, qui a une offre exceptionnelle sur juin et juillet. Donc voilà, juin-juillet 2024, comme ça quand vous regarderez cet extrait, peut-être que le LCL sera complètement à la ramasse et qu'il ne faudra pas aller chez eux. Mais aujourd'hui, plus de 48 000 euros de revenus pour un célibataire ou plus de 72 000 euros pour un couple, aujourd'hui, il y a un écart de taux phénoménal en faveur du LCL. D'accord ? Maintenant, sur le financement des SCI, sur l'extrait, c'est vrai que la Société Générale et également le CIC, par exemple, le CIC, par exemple, a une interprétation de la SCI qui, effectivement, va au-delà des 35%. Ils sont habitués à suivre tout ce qui est profession libérale, etc. Maintenant, dans l'extrait, je le dis aussi, les durées sont plus courtes. Donc, faire un investissement immobilier au travers d'une SCI à titre personnel, là, dans le réseau Crédit Mutuel ou CIC, la durée, c'est 15 ans. D'accord ? Donc, tu ne pourras pas faire un prêt, sauf exception, dérogation, mais au-delà de 15 ans. Donc, ne jamais oublier qu'il y a souvent des contreparties. Oui, le fait de passer par une SCI te sort des règles des 35%. La contrepartie, c'est la durée du crédit. Ok, d'accord. Ça va, j'ai cité assez de banques ? Ouais. Ok.
Top, merci. Il y a une autre question, cet extrait, c'est est-ce qu'il y a d'autres moyens d'augmenter sa capacité d'emprunt? Alors, oui. L'autre moyen, c'est toujours de regarder comment fonctionne son endettement actuel et quelles sont les caractéristiques des offres de prêt que j'ai déjà. Par exemple, j'ai financé ma résidence principale avec un crédit et ce crédit, il est modulable. C'est-à-dire modulable, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je peux changer ma mensualité, je peux l'augmenter ou la diminuer. La quasi-totalité aujourd'hui des banques vous permettent de faire varier votre mensualité de plus ou moins 20%. Alors il y en a, c'est moins 10 plus 30, plus 10 moins 20, voilà. Pareil, il y a des différences entre les banques, mais la quasi-totalité des prêts immobiliers aujourd'hui sont modulables. Donc si je souhaite faire un investissement, finalement, je me retrouve à 35,5, à 36 ou à 37 et j'arrive pas à obtenir mon prêt. Le fait, sur sa résidence principale ou sur un premier investissement, de pouvoir diminuer sa mensualité, c'est contractuel, c'est pas une négociation avec la banque. Okay. D'accord ? Souvent, c'est à date anniversaire. Donc, je sais pas, j'ai souscrit un prêt le 1er septembre ou le 1er octobre. J'informe la banque. Voilà. Bonjour, à compter du 1er octobre, je souhaite diminuer la mensualité de mon crédit de 20% en fonction des conditions contractuelles de l'article 6.1 de mon offre de prêt. Okay. D'accord. La banque sera obligée de le faire parce que c'est une relation contractuelle, ce n'est pas une négociation. Okay. Donc le fait de diminuer de 100 € ou de 200 € par exemple le prêt sur ta résidence principale, effectivement, tu vas diminuer ton endettement. Donc si tu diminues ton endettement sur ce que tu as déjà fait, eh bien ça va te permettre de retrouver de l'endettement. Voilà. L'autre chose évidemment, c'est toujours de gérer un peu son épargne. Imaginons que j'ai un apport personnel qui soit important pour mon projet, de réfléchir, est-ce que l'apport personnel, il vaut mieux que je le mette dans l'opération que je vais faire pour diminuer mon taux d'endettement? Mais par exemple, sur un investissement locatif, si je fais du crédit, je vais avoir des intérêts. Les intérêts sont déductibles. Imaginons que j'ai 50 000 € d'apport. J'ai 50 000 € d'apport, je mets 50 000 € d'apport dans mon investissement locatif, je vais souscrire 50 000 € de moins de crédit. Donc, je ne vais pas avoir d'intérêts qui sont déductibles. Ouais. Alors que si je rembourse 50 000 € ma résidence principale, je paye un crédit, mes intérêts d'emprunt, je les paye et je ne peux pas les déduire. Donc, parfois, là aussi, le bon conseil, c'est de regarder ma situation et de dire où est-ce que c'est le plus valable pour moi. Parce que finalement, si je mets 50 000 € dans mon opération, je vais avoir un taux d'endettement qui est plus faible. Que je le mette dans ma résidence principale ou que je le mette dans l'investissement locatif, je règle mon problème d'endettement, mais je peux optimiser aussi des situations. Là aussi, il faut être bien accompagné, bien diagnostiqué, bien conseillé. Ok, merci. Alors, dernier extrait. Là, on change de sujet. On va passer sur la gestion locative. Ok. Alors là, on a énormément de questions aussi sur... Donc là, il fallait inviter Morgane. Hein. Ouais. Non, mais je suis sûre que tu vas pouvoir répondre à ces 4 dernières questions. Entre 2021 et encore aujourd'hui, un dossier sur 3 est un faux dossier. C'est-à-dire que les documents sont frauduleux, les salaires ont été gonflés, les avis d'imposition sont pas vrais. C'est pas qu'on est dans un pays d'arnaqueurs. Hein. Les candidats locataires aujourd'hui, c'est juste qu'une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, ils passent à côté du logement. Et à un moment donné, ils arrondissent un peu les documents pour essayer de passer sur le dessus de la pile. Alors, ce n'est pas à l'assurance de vérifier la véracité des documents avant de valider le contrat. Alors en fait, faut pas confondre la délégation. C'est-à-dire, est-ce que je passe par un professionnel ou est-ce que moi je gère en direct, d'accord ? Donc ça dépend du montant des loyers, ça dépend du contrat d'assurance que l'on a. Mais c'est vrai que nous chez Maslow, on s'appuie sur une société de gestion qui a la délégation de la vérification. Donc c'est le professionnel qui va porter le risque. Pour le particulier, vous avez aujourd'hui, c'est souvent le cas sur les internautes qui nous interrogent et qui cherchent toujours les meilleures solutions, en tous les cas celles qui apparaissent les plus parquetées et les moins chères sur Internet, sur lesquelles tu vas envoyer des pièces, mais que certaines pièces. Donc non, la responsabilité malheureusement peut te porter à toi. Et puis si tu gères tout seul, c'était surtout ça le sens du sujet, c'est là où tu peux te retrouver avec des soucis, parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de dossiers qui sont un peu arrangés, étant donné la tension locative énorme qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Ok. Et comment on fait pour déceler les faux dossiers, si on gère tout seul Alors, pour vérifier les revenus, moi je pense que la meilleure solution, c'est l'avis d'imposition des personnes et pas forcément les 3DA bulletins de salaire. Parce que les 3DA bulletins de salaire, tu peux aussi avoir des primes, tu peux avoir des choses comme ça. C'est des pièces qui sont évidemment normales, mais l'avis d'imposition, c'est quand même ton salaire sur les 12 derniers mois. Et donc l'avis d'imposition, tu peux vérifier n'importe quel avis d'imposition. Voilà, le tien, tu me le donnes, je peux le vérifier. On va sur impôts.gouv et on peut vérifier l'avis d'imposition.
imposition. Vous mettez vérifier avis d'imposition dans Google, vous verrez que vous avez un lien économie.gouv qui apparaît. Et donc, tu as un numéro fiscal. Et donc, tu rentres le numéro fiscal et on va te donner le numéro fiscal de référence de la personne que tu vérifies. Donc ça, c'est la meilleure solution pour vérifier les revenus des internautes. Okay. Et l'autre solution, c'est la vraie vie et c'est le téléphone. C'est-à-dire que si tu veux vérifier que la personne, elle est bien employée dans la société Maslow.imo comme community manager, t'appelles et tu dis bonjour, est-ce que Manon est bien salariée chez vous? Est-ce qu'elle est bien en CDI? Et est-ce que son contrat n'est pas en cours d'arrêt, rupture conventionnelle, démission, licenciement? Et c'est ce qui se passe. En tous les cas, nous, chez Maslow, on se fait accompagner par une société de gestion qui fait vraiment de la vérification physique. Voilà, la vérification physique, en tous les cas, celle que moi je conseille, c'est sur l'employeur pour vérifier que la personne est bien en CDI et que son contrat n'est pas en train de s'arrêter. Et la deuxième, c'est sur l'ancien gestionnaire. C'est-à-dire que généralement, le candidat locataire va fournir ses dernières quittances de loyer chez un professionnel ou chez un particulier. Il faut demander les coordonnées, il faut appeler. Bonjour Monsieur Foncia, Manon a été locataire chez vous pendant 4 ans. Est-ce que vous avez constaté des irrégularités? Voilà, les locataires, quelqu'un qui a bien payé son loyer les 4 dernières années, qui est en CDI, qui vous a dit la vérité sur ses revenus, qui fonctionne parfaiement, il n'y a aucune raison que ça se passe pas bien. Et puis on sera aussi couvert par les assurances locatives. Ce ne sera pas un faux dossier. Ouais. Exactement. Ok, ça répond plus à ce que tu disais au début en fait. Et si l'appartement est sous gestion dans une agence, oui. On n'a pas de souci à se faire sur les faux dossiers parce que c'est l'agence qui prend en charge. Exactement. À partir du moment où on délègue à un professionnel, le professionnel porte la responsabilité. Ouais, okay. Donc c'est moi qui choisis un locataire avec un faux dossier. Malheureusement, ça va être moi qui vais pouvoir en subir les préjudices. À partir du moment où c'est délégué, et c'est vrai que nous, on propose chez Maslow de déléguer la gestion, de s'enlever ce souci. En fait, nous, on dit à nos internautes investisseurs, c'est le prix de la tranquillité. Et je rappelle également que les frais de gestion, qui grosso modo vont être entre 5 et 8% si je résume, sont déductibles de tes revenus. Donc est-ce que pour 50 € ou 60 € par mois déductibles de tes revenus, donc en gros pour un coût de 25 €, donc combien je paye ma box chez moi ou mon abonnement de téléphone? Est-ce qu'aujourd'hui, pour un prix d'abonnement téléphonique, déléguer la gestion, déléguer la relation avec le locataire, déléguer les ennuis et déléguer ce que tu viens d'évoquer sur les faux dossiers, je pense que sincèrement, faut pas hésiter. Ok, ouais. Ok, dernière question, mais comment peut-on savoir que c'est un faux dossier? C'est de l'arnaque pour les propriétaires finalement. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut être vigilant aujourd'hui parce que le marché locatif, il est vraiment très 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 tendu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on travaille avec une société de gestion. Sur les petites surfaces, par exemple sur les logements étudiants, il y a certaines villes sur lesquelles on reçoit 90, 100, 150 dossiers pour un appartement. 150 dossiers pour un appartement, il faut quand même se rendre compte de ce que ça veut dire. Donc c'est vrai, quelqu'un qui a candidaté 1 fois, 2 fois, 3 fois, et à chaque fois, ou 4 fois, 10 fois, 20 fois, et n'a jamais l'appartement, à un moment donné, se retrouve dans une situation où il se dit, à chaque fois, on me dit toujours qu'il y a eu un meilleur dossier que le mien, et donc on arrondit, on enjolive un petit peu les choses. Donc c'est pas les rois de l'arnaque, les Français, pas du tout, c'est juste qu'ils aimeraient se loger, c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, on a entre 20 et 30% des dossiers qui sont des faux dossiers. Sur certains secteurs, c'est 50% des dossiers sur lesquels il y a des aménagements. Donc voilà, faut juste appeler la vigilance. Est-ce que c'est de l'arnaque pour les propriétaires? Aujourd'hui, c'est en tant que propriétaire ou candidat investisseur, bien choisir son locataire, quels sont les verrous que je peux mettre sur la porte pour éviter le maximum d'erreurs. C'est un petit peu le conseil qu'on va essayer de porter chez Maslow. Ok, super. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. À ta disposition. Je peux partir en vacances? C'est bon? C'est bon, tu vas pouvoir partir en vacances. Très bien. Alors du coup, donc cet épisode marque la fin de notre podcast pour cet été. On revient en septembre avec des nouveaux concepts, des nouvelles musiques, de nouvelles intros. Enfin, on revient avec plein de nouveautés. Donc abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines sorties. Et voilà, à bientôt et à la rentrée, on se retrouve. Au revoir Manon.